Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept vraiment puissant qui peut complètement changer notre façon de nous voir nous-mêmes et de voir nos relations. On va parler du traumatisme relationnel. Pourquoi est-ce qu'on a parfois ce sentiment tenace de ne pas mériter le bonheur? Ou alors, pourquoi on se retrouve à répéter encore et encore les mêmes schémas douloureux dans nos relations? Ce sont des questions que tout le monde se pose, non? Eh bien, ces questions, elles nous amènent pile au cœur du sujet. Alors, pour y voir un peu plus clair, voilà comment on va procéder. On va d'abord identifier cette fameuse blessure invisible, ensuite on essaiera de la définir. On parlera d'une dynamique clé, sujet ou objet, puis on verra ses conséquences, cette idée de vie derrière la vitre, et enfin, comment on peut commencer à reconnaître le schéma. C'est parti. Première étape, la blessure invisible. De quoi s'agit-il exactement? Bon, pour bien piger le truc, il faut tout de suite faire une distinction qui est super importante. Quand on pense traumatisme, on imagine souvent un gros choc, un événement unique, un accident par exemple. Mais le traumatisme relationnel, c'est pas du tout ça. C'est pas un coup de tonnerre, c'est plutôt une météo, une dynamique qui s'installe sur des années. Ce n'est pas une cicatrice nette, c'est un climat qui finit par nous imprégner. Ok, maintenant qu'on a fait cette distinction, essayons de mettre des mots plus précis dessus. C'est quoi la définition du traumatisme relationnel? Voilà la définition. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le mot manque. Ce traumatisme, il ne vient pas forcément de ce qu'on a fait à un enfant, mais de ce qu'on ne lui a pas donné. L'absence de disponibilité émotionnelle, l'absence d'écoute, de validation. C'est une blessure qui se creuse dans le vide. Et cette phrase, elle est tellement révélatrice. J'ai eu une bonne enfance, je manquais de rien. On l'entend tout le temps. Et c'est justement ça, le piège. Parce que les besoins matériels, c'est une chose, mais la sécurité émotionnelle, c'en est une autre. On peut avoir des vêtements propres et un frigo plein, et en même temps, se sentir complètement seul et invisible. C'est là que la blessure se cache. Mais alors, comment ça se forme concrètement cette blessure? Tout repose sur une dynamique fondamentale qui se met en place très tôt. Est-ce qu'un enfant est perçu comme un sujet ou comme un objet? La différence est énorme. Être traité comme un sujet, c'est être vu pour qui on est vraiment. Un individu à part entière, avec ses propres émotions, ses propres besoins. Ces émotions sont accueillies, validées. C'est ce qui permet de construire ce qu'on appelle un vrai moi. À l'inverse, être traité comme un objet, c'est exister uniquement comme une extension du parent, pour combler ses manques, pour répondre à ses besoins. Les émotions de l'enfant, dans ce cas, sont soit ignorées, soit même punies. Et là, c'est une identité fracturée qui se construit. Cet exemple tiré d'un cas clinique est glaçant de clarté. Les enfants peuvent être vus mais pas entendus. Ça veut tout dire. L'enfant n'est pas une personne qui participe à la vie de famille. C'est une sorte d'accessoire, un figurant qui doit jouer son rôle parfaitement, être là au bon moment, se comporter comme il faut et surtout ne pas déranger. Et pour aller plus loin, il y a une autre distinction essentielle, c'est celle entre l'empathie et la sympathie. L'empathie, c'est un peu comme jeter une corde à quelqu'un qui est tombé dans un puits. On comprend sa détresse, on est là pour l'aider, mais on garde une distance saine. La sympathie, c'est sauter dans le puits avec la personne. On fusionne avec son émotion. Dans les familles où il y a un traumatisme relationnel, cette frontière n'existe pas. C'est la fusion, la confusion des émotions, et ça, c'est épuisant pour tout le monde. D'accord, donc ces dynamiques s'installent très tôt. Mais ensuite, quelles sont les conséquences à long terme? Comment tout ça résonne une fois arrivé à l'âge adulte? Pour décrire ce que ça fait, il y a cette métaphore qui est juste incroyablement puissante. La vie derrière un mur de verre. C'est exactement ça. On a l'impression de regarder le monde, de voir les autres vivre, interagir, mais d'être séparés d'eux par une vitre invisible. On voit tout, mais on ne peut pas toucher, on ne peut pas participer. On est spectateur de sa propre vie. Et ce sentiment, il se traduit par des choses très concrètes à l'âge adulte. Cet esclavage intérieur, cette manie de toujours s'adapter aux autres, au point de s'oublier, l'indécision chronique. Et puis cette croyance terrible au fond de soi que le bien, ce n'est pas pour moi. On peut avoir l'air très autonome, mais cacher une dépendance affective énorme. C'est ce sentiment d'être différent, marqué, avec une peur constante du rejet. Et la question qu'on se pose, c'est « mais pourquoi on répète ça? Pourquoi on retombe toujours dans des relations qui nous font du mal? » Ce n'est pas de la malchance. C'est un mécanisme psychique très puissant qu'on appelle la compulsion de répétition. En fait, notre inconscient est programmé. Il cherche ce qu'il connaît. Il cherche une serrure qui correspond à sa vieille clé, même si cette serrure ouvre une porte sur la souffrance. C'est familier et donc, paradoxalement, c'est rassurant. Le constat est assez lourd, c'est vrai. Alors, que faire? Comment on avance avec ça? C'est la dernière partie. Comment on peut commencer, au moins, à reconnaître le schéma? Il n'y a pas de recette magique, bien sûr, mais il y a un chemin. La toute première étape, c'est de reconnaître le sentiment.
d'accepter de voir ce sentiment d'indignité ou ces schémas qui reviennent sans cesse. Ensuite, identifier le schéma. Où est-ce qu'il apparaît? Dans les relations? Au travail? Et enfin, essayer de comprendre l'origine, faire le lien entre ce qu'on vit aujourd'hui et cette dynamique d'avoir été traité comme un objet. Et c'est vraiment le message le plus important. Juste le fait de reconnaître ce schéma inconscient, c'est la première étape, et c'est la plus cruciale. Ça n'efface pas la blessure, bien sûr que non, mais ça la sort de l'ombre. Ça lui donne un nom, une histoire. Et à partir du moment où on peut voir quelque chose clairement, on n'est plus complètement son esclave. On commence à récupérer une forme de pouvoir sur sa propre histoire. On va se quitter sur cette question qui est une invitation à la réflexion. Quels sont les schémas invisibles qui pourraient être en train de façonner une histoire, peut-être sa propre histoire? Comprendre tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. C'est une nouvelle lentille pour regarder le passé et peut-être pour construire un futur différent. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.